Chantal Coulombe, présidente et chef de la direction du Collège des administrateurs de société. Réel plaisir de vous accueillir à nouveau cette fois-ci pour un entretien avec M. René Villemure. On va discuter d'éthique, 8e entretien du Collège. M. Villemure est éthicien, philosophe d'entreprise et conférencier reconnu. D'ailleurs, tantôt, M. Villemure me parlait de 840 conférences à travers le monde. Alors, on est privilégié de pouvoir parler d'un sujet qui, je considère, en fait, est probablement encore plus important aujourd'hui qu'il ne l'était le 13 mars dernier. Enfin, doit faire partie encore davantage des priorités de tous et chacun. Évidemment, on a 30 minutes. Alors, c'est court pour parler d'un sujet comme l'éthique. On tentera de faire le tour de la question pour ouvrir des lumières et nous permettre d'aller plus loin ensuite. Comment allez-vous, M. Villemure? Je vais très bien et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux de pouvoir parler aux membres du Collège. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir. Donc, commençons d'entrée de jeu. En fait, quand on a échangé pour préparer cet entretien, on discutait de la façon dont les organisations s'étaient démarquées ou celles qui s'étaient démarquées. Tu es allé plus loin que le respect des règles du jeu standard et qu'elles avaient compris, en fait, que la conformité à elle seule sera drôlement insuffisante pour la suite des choses. Dans ce contexte-là, peut-être nous parler, M. Villemure, d'entrée de jeu, comment les conseils d'administration, les administrateurs vont devoir exercer leur rôle à partir de maintenant? Ça, c'est une très bonne question parce que, d'une part, au fil du temps, je remarque que l'éthique est mal connue. On connaît l'éthique par la négative, par ce qu'il ne faut pas faire, mais on se sert rarement de l'éthique, je dirais, stratégique, à savoir que faut-il faire. Ça, c'est deux côtés déjà très différents. Donc, les conseils se démarquent. Il y a ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, déjà. Mais moi, ce que je remarque, c'est qu'au fil des années, et ça, c'est à travers le monde, à force de rencontrer des conseils d'administration, la conformité n'a pas suffi. Souvent, il y a eu des ententes qui ont été prises, par exemple, les ententes COP21 ou des trucs au Forum de Davos. Et puis, on a tellement dilué les standards que oui, ils se sont conformés, mais les standards n'avaient pas de signification. Alors, c'est certain que comme conseil d'administration, quand notre entreprise se conforme, on est content, la conformité, ça va. Mais il faut se poser la question, à quoi se conforme-t-on? Et est-ce que ça fait sens? Parce que l'exemple, là, les gens ont marché dans la rue le 27 septembre dernier. Est-ce qu'au conseil d'administration, il y a eu des changements face à cette prise de conscience-là internationale sur l'histoire du climat? Je crois qu'il va en avoir une maintenant parce qu'on n'a pas le choix. Là, on est devant un choix obligé, un non-choix. Mais il reste que, est-ce que les conseils d'administration, lors de la prochaine réunion, après le 27 septembre, se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose? Pourtant, ils sont fiduciaires de l'entreprise, ils sont à la gouverne et ils doivent mener le bateau. Donc, pensez-vous que, j'entends que le 27 septembre dernier, peut-être qu'on n'a pas ajusté maintenant, probablement que le signal d'alarme est pas mal plus important, il est planétaire, il a changé nos vies dans notre quotidien. Les choses seront quand même différentes post-13 mars versus post-27 septembre? Mais c'est certain parce que dans des crises dans le passé, puis vous savez, la crise, c'est quoi? C'est un moment où on ne se reconnaît plus soi-même, donc on a un questionnement à faire. La crise de finances 2008, ça a été ressenti par certains. La marche environnementale, elle a été vue par plusieurs, mais COVID a été senti par tout le monde. Donc là, il y a comme un niveau de proximité. On a tous eu à faire quelque chose. Certains se confiner, d'autres ont dû prendre d'autres mesures, mais on ne peut pas faire comme si ce n'était pas arrivé. Et puis, vous savez, COVID, c'est la résultante de quelque chose. C'est pas un problème qui est né, là. C'est la résultante de, je dirais, il y a eu des dommages environnementaux, mais de la mondialisation notamment, de beaucoup d'actions dont certaines dépendent de l'entreprise, pas toutes évidemment, mais il y a certains choix qui ont été faits, les délocalisations, je dirais les ententes environnementales où est-ce qu'on se dit c'est pas grave si on ne le suit pas. Donc, tout ça amène quand même vers une prise de conscience. Et puis, pour les administrateurs, toujours dépendamment du champ où vous êtes situé, mais je vais donner un exemple dans les commerces, qui n'est pas un cas de conseil d'administration, mais quelqu'un qui aujourd'hui opère un restaurant, qui va l'opérer avec des coûts plus élevés parce qu'il y a des mesures, par des coûts souvent de nourriture plus élevés parce que les usines produisent moins et en ayant une capacité moindre, il y a des décisions à prendre. Si vous êtes la personne qui, je ne sais pas moi, vous êtes un abattoir au Québec et vous occupez un transformateur de viande, tiens, et vous avez la moitié de vos employés, votre chiffre d'affaires, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Ces questions-là, on ne peut pas les éviter. Puis malheureusement, de ces jours-ci, ce que je remarque, au-delà de ça va bien aller, là, il reste qu'on a de la difficulté à connecter les points. La personne qui sera sur le chômage n'ira pas au restaurant.
Donc, le transformateur de viande va faire moins de viande avec moins d'employés, dont certains sont des chômeurs. Il y a un grand cercle. Et je pense que l'entreprise et le conseil d'administration, au premier chef, a une réflexion à faire là-dessus. Comment on réagit à la crise, mais comment on va changer pour vivre dans ce monde post-COVID-là, qui va être différent. Et je ne parle pas seulement à court terme, parce qu'on ne veut pas que ça revienne non plus. Il y a toutes sortes d'actions là. Donc, certainement que la conformité n'aura pas suffi. Et je pense que si on veut que la conformité soit utile, on devra hausser les standards en question. Si je comprends bien, ce qui est recommandé ou ce qu'on devra faire, c'est prendre un temps d'arrêt pour être capable de capturer, de saisir le changement qu'on est en train de vivre. Absolument. Regardez, si vous êtes sur le conseil d'administration d'Air Canada aujourd'hui, vous avez des questions à vous poser sérieusement. Pas juste ce qui s'est passé avant, mais comment allez-vous faire dans le futur avec les mesures de distanciation physique et comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que Air Canada ou Air Transat ou qui que ce soit repaye les billets, fait un crédit? C'est des décisions qui engagent le futur de l'entreprise, ça là. Et ces décisions-là, elles ne peuvent pas être prises à la légère parce que justement, le marché va vous rappeler que vous les prenez à la légère. En anglais, il y a un terme qui dit « license to operate », la permission d'opérer. C'est que quelqu'un peut aussi bien se dire, si la compagnie aérienne A décide qu'elle ne rembourse pas ses clients qui n'ont pas eu le choix, on ne voyagera pas avec elle, c'est tout. Le marché va avoir une très grande place. Il va regarder comment réagissent les entreprises si elles réagissent et qu'est-ce qui se passe. Il y a des assureurs automobiles qui vont faire des rabais aux gens parce qu'il y avait moins de transport, d'autres non. C'est un choix d'entreprise. Mais le client va peut-être se dire à la limite, je préfère A à B. Et je dirais que le citoyen, client, consommateur va avoir le choix. L'employé aussi va avoir le choix. Comment est-ce que les employés ont été traités dans cette histoire-là versus oui ou non? Alors, ça ramène la question éthique au centre. L'éthique, c'est ce qui permet à une entreprise de durer. L'éthique, c'est l'art de faire des choix afin qu'on puisse vivre ensemble et durer. Donc, les choix risquent d'être différents puisque les choix passés nous ont menés où nous sommes arrivés le 12 mars. Donc, on doit inscrire toute cette réflexion-là quand on est un conseil d'administration dans une vision plus à long terme pour faire mieux les choses. Parce que c'est intéressant ce que vous dites quand vous dites on respecte des standards, mais pour qui, pourquoi, c'est plus suffisant, on doit aller plus loin. Comment on fait, le conseil d'administration, pour amorcer cette réflexion-là, travailler dans ce sens-là? Bien, je pense que le conseil d'administration va avoir à sortir de son cadre habituel. Et quand tantôt, vous m'avez présenté comme philosophe d'entreprise, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que il y a plusieurs personnes qui peuvent le faire, mais par exemple, des personnes qui vont être autres que le profil habituel. Et ça, c'est intéressant d'avoir une perspective différente. Moi, auprès des conseils d'administration, lorsque j'interviens, on est beaucoup dans le terme réflexion critique, perspective autre, angle mort. Le genre de choses qui, souvent, dans un plan stratégique, on aborde moins parce qu'on souvent on reconduit des choses. Vous savez, dans le plan stratégique, M. Mintzberg me disait il y a quelques années, il y a de moins en moins de stratégies, de plus en plus de tactiques. C'est-à-dire, on regarde comment gagner la bataille et pas comment gagner la guerre. Il va falloir redonner la stratégie au plan stratégique, assurément. Mais je pense que le conseil d'administration a un devoir de diversifier sa perspective. Vous savez, c'est la même chose quand on regarde le gouvernement où le profil des gens est similaire. Au fil des années, on a parlé de parité. C'est un beau défi. Mais on a fait une parité de genre. Et je crois qu'on doit aller vers une parité intellectuelle aussi, c'est-à-dire avoir au-delà de comptable, avocat financier, je pense d'avoir sociologue, démographe, psychologue sur des conseils d'administration, c'est un atout. Parce que c'est une perspective autre. Évidemment, il y a des gens qui ne veulent pas de perspective autre, mais il reste que l'apport des sciences humaines au conseil d'administration est quelque chose à considérer. Une parité en termes d'âge aussi, parce que plusieurs des décisions prises maintenant vont être vécues par des plus jeunes. Donc, la parité de genre, c'est une excellente idée, mais il faut aller sur une parité plus large, voire plus grand. Et c'est drôle parce que l'éthique, ça amène à comprendre. Et comprendre, c'est ma marotte du langage, vous le savez tous, mais ça vient de deux mots latins, le cum qui veut dire ensemble et prehendere qui veut dire saisir, comme avec la main, comme ça. Bien, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir saisir l'ensemble, il faut avoir une vue d'ensemble. Généralement, on ne l'a pas. Oui, puis quand on discutait ensemble, vous m'aviez parlé que vous avez justement cet effet-là, déjà mesurer le confort, la compréhension des administrateurs de la matière éthique. Et vous m'aviez parlé des résultats qui étaient quand même assez étonnants. Oui. Vous pourriez nous en parler parce que c'est quelque chose qui pourrait nous amener à réfléchir pour la suite. Bien, on a fait avec un exercice pour les conseils d'administration
une vingtaine de tests qui mesuraient trois choses. La connaissance, ce que les gens appréciaient de leur connaissance et leur compréhension. Et si je fais un résultat global, 60% des réponses données étaient bonnes sur un conseil d'administration. Donc, mettons que vous êtes 12, chacun à 60%, on couvre pas mal le terrain. Mais ça, c'est avec les problèmes classiques. Les problèmes comme la pandémie, c'est plus difficile. Quand on leur demandait aux gens, votre propre auto-évaluation, vous êtes à combien? 88%. Donc, ils scorent à 60, mais 88. Par contre, quand on mesurait la compréhension, et c'était là la valeur ajoutée, la compréhension qui était mesurée par une analyse du langage était à 45%. Autrement dit, sous le score de passage, mais ce n'est pas juste ça, c'est que devant la nouveauté, on va être perdu. Et ce qui était remarquable dans ces scores-là, c'est que le plus fort, c'était les conseils où il y avait une parité forte, c'est-à-dire initiés par des femmes, justement. Curieusement, peut-être dans un effort de gagner sa place un peu plus, mais les questions solides, là, elles venaient de ce côté-là. Donc, ce qu'on avait remarqué dans notre vingtaine de tests, c'était une basse compréhension des enjeux, parce qu'on appliquait solution habituelle à problème qu'on croit habituel, et tant que c'est de l'habituel, ça allait. Autrement dit, il y avait des failles masquées. Mais l'idée, c'est d'avoir un complément pour qu'autour de la table, il y ait au moins quelqu'un qui puisse vous orienter dans tous les domaines. Alors ça, c'est embêtant. Ce que je comprenais, c'est qu'on est beaucoup plus confortable quand on contrôle notre environnement, quand on contrôle le sujet, quand on contrôle moins l'espace dans lequel on est. Parfois, on a tendance à faire semblant que ça n'existe pas. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire présentement comme conseil d'administration pour la suite des choses. Puis, vous m'aviez parlé de ça, des pratiques d'éthique avancée. Bon, vous allez me dire, il faut peut-être commencer par avoir une pratique d'éthique point avant d'en avoir une avancée. Mais il reste que pour un conseil, pour un administrateur, d'avoir le courage à son conseil d'administration de soulever ces questions-là qui sont moins confortables. Est-ce qu'il y a des façons de faire qu'on pourrait leur suggérer ou pour essayer d'amener le sujet à la table, premièrement, dans cette conscience-là, puis d'être confortable dans l'inconfort? C'est très difficile. Il faut l'avouer, là, c'est pas facile. Mais le chemin le plus aisé va être de changer notre questionnement qui est souvent comment on fait telle chose pour pourquoi on fait telle chose. Donc, changer le comment pour le pourquoi. Ça, c'est pas quelque chose... Écoutez, vous amenez ça 4 fois en ligne, vous allez vous faire détester, là, mais il reste que c'est quand même le chemin vers une sortie de crise ou vers une progression. Parce qu'au fil des années, on s'est vraiment concentré sur le comment et on est bon dans le comment. Mais dans le comment, au gouvernement du Québec, on s'est dit on va balancer le budget en faisant faire nos élémens, par exemple, comme des masques à l'extérieur du pays, pour on n'a pas de souveraineté sanitaire. C'était efficace, mais est-ce que c'était la chose à faire? Donc, il y a tout un questionnement. Parfois, on se dit on a notre rentabilité telle qu'on la veut. Oui, mais est-ce que ça fonctionne dans l'ensemble? Et ça, c'est des questions que les conseils vont avoir à faire face parce que le retour sur investissement, on a fait des études sur les milléniaux l'année passée. Les milléniaux, le futur et l'éthique. Et ils disaient en 77%, la profitabilité ne peut pas être le seul critère d'évaluation de la valeur d'une entreprise. C'était beaucoup, là. Alors, c'est ce strat-là, 18-35, qui monte actuellement, vous dit ça ne suffit pas, ça. Vous pouvez attendre. Vous pouvez vous laisser faire. Vous pouvez dire que ce n'est pas important, mais vous manquez le bateau. Donc, il y a la question du pourquoi. En France, il y a une loi qui a été passée qui s'appelle la loi Pacte, qui oblige les entreprises à avoir une raison d'être. Une raison d'être, on dirait une mission ici, mais une mission avec du sens. Pas une mission vide de sens. Les missions d'entreprise que l'on voit, souvent, c'est encore là une suite de nos tâches. Mais pourquoi? Il manque beaucoup de pourquoi et l'éthique est essentiellement en lien avec le pourquoi. Avez-vous des exemples, M. Villemur, d'entreprises ou d'organisations qui ont pu justement utiliser le pourquoi davantage et que vous considérez être des modèles qui peuvent inspirer? C'est drôle, hein, parce que des mauvais modèles, il y en a plein. Et ça, tout le monde les connaît parce qu'ils ont fait les manchettes. Les bons modèles, généralement, sont très discrets, mais je vais vous en donner un qui est toujours heureux qu'on en parle de cette manière. C'est Olimel au Québec. D'accord? Olimel, c'est une entreprise qui a beaucoup d'employés, et puis 17 000 pratiquement, et puis ils travaillent quasiment tous dans un frigo. Fait que c'est quand même difficile, hein? C'est pas des trucs faciles. Fait qu'ils ont commencé à travailler sur la culture d'entreprise et ils ont fait le choix d'une culture éthique. Et une culture éthique qu'ils ont appelée la famille Olimel, mais dans laquelle les gens se retrouvent. Donc, l'entreprise, elle est profitable, le taux de roulement, il est bas, et ils sont en expansion dans les marchés extérieurs parce qu'ensemble, ils ont convenu d'un pourquoi ils étaient là. Et pourquoi ils étaient là, ils l'ont appelé ensemble, on nourrit le monde.
Ensemble, on nourrit le monde, c'est pas juste un slogan. C'est nourrir les fermiers du Québec qui vous amènent des animaux, c'est nourrir les gens qui vous exportent vos produits, c'est nourrir vos employés des villages, des villes. Mais tout ça, ça a ramené un sens à l'entreprise et ils ont décidé de travailler sur la culture plutôt que sur la structure. Donc, la structure d'une grande entreprise, elle se ressemble d'une place à l'autre. Mais la culture, c'est ce qui fait qu'on tombe ou pas. Parce que regardez l'extrême mauvais exemple, Volkswagen en 2015. Vous savez, ils avaient signé toutes les ententes environnementales possibles. Ils étaient RSE là, de bout à bout. Sauf qu'ils mentaient. Ils ne suivaient pas l'entente parce que c'était plus important de battre Toyota que d'être honnête. Ça peut paraître cru, là, mais c'est quand même ça. Et au début, ils ont dit, écoutez, on va faire plus de normes. Mais non, mais il y en avait transgressé 1200, là. 1200 ou 1300, ça ne fait pas de différence. C'est qu'ils ont fini par travailler sur la culture. Mais Polymel, de son côté, travaille exclusivement sur la culture, bas taux de roulement, augmentation du chiffre d'affaires, augmentation des exportations, augmentation de la satisfaction globale. C'est un exemple, en tout cas, eux le citent souvent dans les médias, mais c'est un exemple, je dirais, d'un beau succès. Ça vient certainement confirmer ce que vous nous dites quand vous dites l'éthique, ça va être un ingrédient pour la suite des choses, un moteur de succès, un élément qu'on devra mettre au cœur de nos préoccupations. Probablement plus maintenant encore que jamais. J'aime bien la notion de travailler sur sa culture versus sa structure, parce que d'avoir des mots sur un mur, c'est une chose, de faire en sorte que les gens les vivent. Le conseil d'administration là-dessus a certainement un rôle à jouer parce que c'est sûr qu'on n'est pas dans le quotidien de l'organisation. C'est difficile pour les administrateurs parfois de mesurer comment la culture fait vraiment sens dans l'organisation. Avez-vous là-dessus certains conseils que vous pouvez donner aux administrateurs pour être capables de, au-delà de poser la question, le sentir davantage? Bien, il y a plusieurs façons de faire, de léger à plus lourd, là, mais je veux dire, d'avoir probablement une bonne coopération de la part de la direction générale en matière de culture. Il devrait y avoir une reddition de compte en matière de culture, que l'on trouve des éléments de reddition de compte et qu'on le fasse. Pour partir, la meilleure chose du monde, c'est de faire un diagnostic éthique, c'est de poser un état de la situation. Et l'état de la situation de l'éthique, souvent, ce qui est très drôle, c'est que c'est pas on n'est pas là où on pense qu'on est, première des choses. L'autre jour, dans le scandale des CHSLD, tout le monde a été au courant de ça. Je m'en vais faire un tour sur le site web du centre Aaron, celui qui a fauté le plus, et c'était marqué partout, le patient est au cœur de nos préoccupations et notre valeur, c'est la bienveillance. Franchement, c'était des mots sur le mur. Mais il n'y a personne qui a posé la question, ces mots sur le mur-là, on fait quelque chose avec? Donc, le conseil d'administration, lors d'une évaluation stratégique ou une évaluation du PDG, peut poser des éléments en termes de culture, peut mettre des éléments je dirais, de contrôle en termes de culture. Et la culture, ben, ça ne se fait pas comme ça. C'est la somme des actions qu'on fait différemment au fil du temps. Et puis, une mauvaise culture, c'est la somme des actions qu'on a mal faites au fil du temps. Donc, je regarde des gens comme Polymel, si on dit, nous autres, dans 10 ans, on va être là. Et c'est ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas dit dans 3 mois, il faut que ça change, là. C'est qu'il fallait, ça prend quand même l'idée de durée. Là. La culture s'installe dans la durée. Mais de poser un diagnostic éthique, ce que beaucoup de gens ne savent même pas qu'il existe là, comme tel, ça vous donne vraiment une évaluation de ce que vous êtes et ce que vous pensez que vous êtes et l'écart entre les deux. Parce que l'écart, c'est là qu'est le danger. Et tant que quelqu'un n'est pas au courant de l'écart en question, ben, il est en danger sans le savoir. À mon avis, le conseil, comme protecteur fiduciaire de l'entreprise, doit savoir. Et voyez-vous, là-dessus, il y a une question intéressante de Lisanne Dosti. Je ne sais pas, Lisanne, si tu es là aujourd'hui. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Mais Lisanne demande justement en tant que prise, est-ce que ce n'est pas dangereux que notre éthique, celle du conseil, devienne plus élastique afin de privilégier une approche plus mercantile, la survie? Parce que beaucoup d'organisations font face, oui, la culture, mais la structure, puis assurer qu'on puisse vivre, puis s'assurer que nos gens soient payés à la fin du mois. C'est un enjeu présentement qui est quand même important. Là, comment on sécurise les emplois, mais versus cet aspect-là d'éthique, il est où le... Est-ce dangereux? Est-ce dangereux, M. Villemur? C'est un des grands dangers actuellement. Il est certain que pour la plupart des entreprises, la rentabilité prévue ne sera pas au rendez-vous cette année, et même peut-être plus tard. Mais tenter justement de l'amener le plus près possible du rendez-vous en faisant faire l'élastique éthique, là, c'est, je dirais, périlleux. Et plutôt que de dire « j'ai peur de périr maintenant », je peux vous assurer que vous allez périr plus tard. Parce que je reviens encore au concept de « license to operate ». Les gens vont porter un regard différent sur les entreprises. Les gens, les citoyens, les clients, la population, les employés, là, les partenaires. Je reviens encore sur Volkswagen. Vous savez, depuis leur scandale, les meilleurs ingénieurs ne veulent pas aller travailler là.
Donc, il y a à manquer sur le plan de l'éthique, il y a des grandes conséquences. Fait que oui, vous pouvez tenter de tirer l'élastique, mais vous allez retarder le coût en question. Je pense que cette année, la rentabilité ne sera pas là. C'est tenter de faire autrement. Vous allez devenir un mauvais joueur. Et le mauvais joueur va être expulsé du marché. Oui, puis on le voit déjà, comme vous dites, il y a plusieurs exemples. Je pense que c'est toujours une question d'équilibre. On a une autre question qui nous est quand même abordée par Negar Igayat. J'espère que je le prononce correctement. Comment on aborde le sujet de l'éthique quand notre interlocuteur, lui, n'y croit pas ou ne valorise pas la chose? La direction, par exemple, ou un conseil d'administration qui n'y croit pas du tout. Ah, écoutez, ben ça, j'en ai vu beaucoup, hein, d'une part. C'est très difficile parce que l'éthique, c'est un concept d'être ensemble pour pouvoir faire mieux. Bon. Alors, si quelqu'un ne veut pas, ben, il va falloir faire une certaine éducation avant d'avoir la conversation. Donc, il y a des éléments qui, tranquillement, écoutez, souvent la meilleure solution n'est pas à portée de main. Là. On va prendre la troisième meilleure, la deuxième meilleure et évidemment la meilleure un jour. Mais il y a une grande évolution à faire. Et si quelqu'un aujourd'hui me disait, moi, l'éthique, c'est pas important, j'aurais un immense regard sur son évaluation. Parce que c'est un risque, les risques éthiques sont importants, reliés aux risques réputationnels, reliés à bien des éléments. Et à mon avis, l'entreprise qui ne veut pas s'en préoccuper activement, là, c'est un suicide d'entreprise. Bon, qu'est-ce que vous faites? C'est au-delà de mettre les gens en contact, tenter de faire votre mieux, c'est un travail de long terme. Mais à un moment donné, vous aurez à vous poser la question, est-ce que je vais être là? Parce que c'est un suicide d'entreprise. Et vous ferez partie non de la chose. À mon avis, on est mieux placé de l'intérieur pour changer les choses, honnêtement. Là. Quitter tout le temps, c'est pas bon. Mais si on est dans un cul-de-sac, je pense qu'on n'est pas obligé de rester sur le pont du Titanic quand il coule. Oui. Il y en a qui sont restés, hein? Oui, ils sont morts. Ils sont morts. Madame Côté nous demande, est-ce que la présente crise sanitaire, selon vous, révèle nos fausses prétentions en éthique? C'est une très bonne question, puis j'abonde dans le sens de Mme Côté là-dessus parce que, encore là, je reviens au premier point. On fait des grandes rencontres environnementales, on met des standards de RSE partout avec je dirais des standards qui ne sont pas de vrais standards. C'est des standards à rabais. Fait que oui, à la fin de la journée, on a tous notre ruban. On peut tous dire qu'on a fait le fond vert ou le RSE, je ne sais pas quoi, mais ça n'a pas de signification. Et moi, j'ai évalué les ententes environnementales depuis quelques années et je vous dirais que la plupart des ententes bilatérales entre les pays, c'est des ententes à rabais. C'est des ententes qui sont non contraignantes, d'une part, auto-réglementées et puis avec des standards bas. Fait qu'on est content de tenir, mettons, un forum environnemental, on a mis des standards bas, on s'y conforme, donc on est heureux, mais c'est justement, c'est une fausse prétention. Souvent, les standards en question révèlent qu'on valorise plus l'éthique de vitrine ou d'apparat que l'éthique réelle. Ça, c'est un danger. Puis à ce moment-là, est-ce que selon vous, François Laroche nous demande, est-ce qu'il y aura une éthique pré- et post-COVID? Je crois que oui, mais je ne pense pas que c'est pour le 1er juillet. D'accord? Sur le plan sociétal, on a pris connaissance d'une crise sanitaire, on prend connaissance d'une crise économique, mais je vous annonce en tout cas l'arrivée d'une crise sociale. Et ça, cette crise sociale-là qui va affecter l'emploi, qui va affecter les relations entre les gens, qui va affecter bien des choses, veut pas, va forcer un changement. Alors, il y aura une éthique post-COVID, oui, elle va s'installer au fil du temps parce que les entreprises ne peuvent pas, du jour au lendemain, ne plus faire tout ce qu'ils faisaient là. Mais il y a une prise de conscience qui va s'installer, je crois. Et puis, il y a des rappels qui vont être amenés par les citoyens et par les autres groupes, je dirais, de parties prenantes en question. Vous savez, présentement, on n'entend pas beaucoup les groupes environnementaux qui jubilent, d'ailleurs, mais on ne les entend pas beaucoup, mais ils vont revenir vous en parler. Et puis, c'est simple, hein? Moi, je crois que les événements plutôt comme le COVID, c'est dû à la nature humaine, c'est dû à comment on vit. Et est-ce ainsi que l'on veut vivre? Je pense que la réponse, c'est non. Est-ce ainsi que l'on doit vivre? Je pense que la réponse, c'est non aussi. Comment vivre? C'est là la question du conseil d'administration. Comment vivre? Comment doit-on vivre dans le futur? Alors, est-ce que justement la délocalisation, c'est toujours une bonne chose? C'est peut-être rentable, je ne sais pas. Ça dépend des cas. Est-ce que tel standard, telle avenue, est-ce que ce qu'on fait, c'est bon à long terme? Et souvent, on a reproché la rémunération liée aux actions trimestrielles. Bien, veut pas, on va devoir penser plus loin qu'un trimestre.
parce que c'est, d'une part, la perte encourue est plus qu'un trimestre, là, mais il y a des actions qu'il faudrait qu'elles soient prises. Il va y avoir un rééquilibre, selon moi. Donc, une éthique post-COVID, oui, quand? Prochainement, mais pas bientôt. Et la forme, je ne pourrais pas vous le dire, par contre, mais moi, je parle à tellement de monde dans ce temps-ci qui se disent, ça se peut pas, là, c'était pas correct. Tout ce qui était fait. Ils ne visent pas eux-mêmes nécessairement, là, mais ils se disent qu'il y a quelque chose de pas correct, là, quelque part. Puis, vous savez, j'ai lu un article récemment d'un de mes amis qui disait, il donnait une date en juillet dernier, il disait, au même moment, il y avait 219 avions au-dessus de Montréal qui attendaient pour atterrir. Ça non plus, c'est pas normal. On prend l'avion comme on prend un taxi. Puis, je pointe personne, je l'ai fait. Mais il reste que tout ça, est-ce ainsi que l'on doit vivre? Alors, on remarque la baisse de CO2 depuis la pandémie. C'est quand même un gros moyen pour baisser le CO2, là, mais il va peut-être falloir qu'on réfléchisse à des moyens plus viables. Mais on ne peut pas ignorer l'impact des entreprises sur l'environnement. On peut pas. Puis je ne suis pas un environnementaliste, là. Je suis éthicien. Ce que j'amène, c'est des perspectives que souvent on a mis de côté. Vous savez, je vous le dis tantôt, d'amener un démographe, sociologue, philosophe au conseil d'administration, là, vous avez puis pas s'en servir comme d'un clown, là. Ça amène des questions très spéciales. Et les gens, généralement, sont ouverts après la deuxième rencontre. Mais il reste que cette perspective-là, elle doit vivre. Parce que le monde n'est pas que financier. C'est tout. Et le monde n'est pas que conformité. Puis vous savez, pour ceux qui y tiennent, la conformité, là, c'est pas un idéal. C'est le minimum qu'on doit faire. Après ça, il y a d'autres choses. Ça, en bas de ça, on est illégal ou immoral, là, mais c'est pas un idéal, c'est un plancher. Donc, il faut bien s'en rappeler avant de se taper les bretelles avec la conformité puis tous les trucs d'RSE. C'est pas que c'est mauvais, là, mais c'est pas assez. La conformité n'a pas suffi. La conformité n'a pas suffi. Puis vous me parliez de justement les gens qui réussissent sont capables, en fait, de tenir compte de tous les facteurs sociaux en mettant un peu plus que ce qu'on demande. Oui. Cette notion-là de mettre un peu plus semble, selon votre analyse de toutes les dernières années, faire la différence chez celles qui réussissent et celles qui meurent. Bien, si j'avais un conseil à donner au conseil d'administration, en 2 temps, faire plus et faire mieux. Puis là, je reviens à la question de Mme Négard un peu plus tôt. Des fois, c'est compliqué parce que ce qu'on fait un peu de plus, c'est pas nécessairement ça qui change le monde tout de suite. Et l'analogie que j'aime bien amener, c'est celle de la goutte de parfum à la mer. Vous savez, vous partez de Montréal ou de Québec et vous allez à Gaspé, mettez une goutte de Chanel dans l'océan. L'océan sent pas le Chanel, on s'entend. D'accord? Mais la seule certitude que vous avez, c'est d'avoir fait votre part là-dessus. Et chacun de vos gestes là, peut être infiniment petit, mais il n'est pas nul. Et la somme de ces gestes-là, infiniment petits et non nuls, c'est ce qui amène un changement. Mais c'est certain qu'il n'y a personne qui va dire demain, je vais changer le monde avec une décision. Pas du tout. Mais la somme de l'infiniment petit et non nul, c'est ça. Donc, je vous invite, faire plus, faire mieux, lancer votre goutte de parfum à la mer. C'est magnifique comme phrase de la fin, M. Villemur. Je prends d'ailleurs ce message, mon takeaway que je vous invite à prendre, mais ça met déjà un terme à notre bel échange. Là, il reste 1 minute. Il y avait quelques questions qu'on n'a pas répondues. Sincèrement, désolée. Beaucoup de matière à réfléchir. Monsieur Villemur, merci. De notre côté, au collège, on vous donne rendez-vous pour notre dernier entretien. Dans cette vague COVID, nous aurons notre 9e entretien lundi prochain, le 15 juin, avec Anne Darche, qui est ASC administratrice de société, et on discutera de communication. Merci infiniment. Portez-vous bien et continuez de semer cette goutte qui nous permet de faire la différence comme administrateur.